Clémence, 26 ans, est soigneuse. Ça va, bonhomme? Allez, mon Juju. Ce matin, après un fort épisode neigeux, sa tournée démarre par le nourrissage de la star du zoo, Jules, l'hippopotame. Pour nourrir ce beau bébé de 3,5 tonnes, c'est buffet à volonté. Oh, fun. Oh, ok, ma Juju. Oh, quel gros bonheur. Au total, le poids lourd du parc dévore 40 kilos de fruits et légumes par jour. Oh, bah là, ça, c'est un beau Juju, ça. Ah oui, ça, c'est un beau Juju. De quoi tenir toute la journée pour cette espèce tropicale, a priori peu adaptée à l'hiver. Jules, il est arrivé, il avait 4 ans, et là, il a fêté ses 23 ans. Donc, il s'est acclimaté, et on le voit clairement. Jules, il a des bourrelets à chaque patte, il est bien portant. Quand on voit d'autres hippos, clairement, ils sont pas aussi gros que ça. Ça va, Jules? Avec sa couche de graisse, Jules peut affronter l'hiver. Mais la peau des hippopotames reste fragile et sensible au froid, surtout au niveau des pattes. Pour Jules, Clémence a développé un remède miracle façon système D. Alors, ma Juju d'amour. En fait, moi, je compare la peau de l'hippopotame à notre peau de lèvres, on va dire. Nous, on va se mettre une crème sur les lèvres pour éviter d'avoir les lèvres gercées. On a une sorte de spray avec de l'huile. Ça lui permet d'hydrater sa peau et d'éviter qu'il ait des gerçures. Et ensuite, les gerçures peuvent s'ouvrir et ensuite, ça fait une plaie ouverte. Des astuces comme celle-ci, les soigneurs sont obligés d'en trouver beaucoup pour affronter sans encombre l'hiver et ses contraintes. Un zoo, c'est une grosse machine compliquée à gérer, et encore plus en hiver. Perché à 900 mètres d'altitude, le parc animalier d'Auvergne compte une collection riche de plus de 350 animaux, dont 20% d'espèces tropicales, peu habituées au froid. Spécialisé dans la conservation d'espèces en voie de disparition, ce zoo tente à reproduire un univers le plus naturel possible. 28 hectares, 100 mètres de dénivelé, en plein cœur du Massif central, à 1 heure de Clermont-Ferrand. Cet hiver, la météo a été peu clémente. Avec des changements de température constants, certains animaux sont tombés malades. Comment les soigner, les réchauffer et à quel coût? Si on avait dû chauffer en électrique un bâtiment comme ça, on aurait eu 10-15 000 € d'électricité par an minimum pour chauffer ça. Quelles difficultés représente cette période glacée pour le personnel du zoo? Ce soir, on est obligé de revenir et recasser la glace, c'est sûr. Nous avons accompagné Clémence, la soigneuse, dans son quotidien face au froid. Elle est ici depuis 3 ans. Nous avons également suivi Wouter, le nouveau vétérinaire belge du parc, en charge de la bonne santé et du confort des animaux. En chef d'orchestre de cette équipe, Pascal, le directeur, très attaché à la protection des espèces menacées. Après 5 semaines de trêve hivernale, sans public, nous serons aussi présents à la réouverture du zoo. Les visiteurs seront-ils au rendez-vous? Un zoo en hiver, c'est un défi de tous les jours. Immersion dans un paradis blanc soumis à rude épreuve. C'est le début de l'hiver. Pas encore vraiment de neige, ni de grand froid. Pourtant, Wouter, le vétérinaire belge du parc, arrivé 3 jours avant, doit déjà gérer les malades. Stéphanie, la chef animalière sur le départ, lui fait un point complet. Et ce qui tousse ici? Les 6 ours du Tibet du parc ont tous attrapé un gros rhume. Ils sont tous passés, quoi. Ça a commencé avec Giovanna, et après les autres. Pendant 2 jours, elle mangeait pas du tout. Elle restait en bas, elle avait son petit nid. En fait, quand c'est des groupes comme ça, je pense qu'ils se leur filent assez rapidement. Dio, elle l'a eu. Et après, vu qu'ils se côtoient tout le temps, du coup, elle a refilé à tous ses copains, je pense. C'est comme dans la crèche. C'est ça. C'est dû au changement de température un peu violent?
On pensait que c'est à cause de la pluie et du vent assez fort la semaine passée. C'était le vent vachement fort. Hein. Mais ça colle vraiment avec le gros épisode où il y a eu beaucoup de vent à un moment. Là, il y a eu 2 jours où c'était la tempête. Et souvent, humidité et vent, c'est pas terrible. C'est comme nous, si on restait en plein vent, tout mouillé. Bon. Il était temps que Wouter arrive pour soigner tout le monde alors. Il était temps. Ou alors ils sont tous tombés malades quand ils savaient qu'il arrivait. Donc ils se sont dit c'est bon, Wouter est là, on peut tomber malade. Clémence, la soigneuse, joue la carte de l'humour. D'autant que les ours habitués au froid sont en passe de se guérir tout seuls. Mais pour les animaux d'Afrique ou d'Amérique du Sud, c'est un peu plus compliqué. Après les ours, Wouter doit aller vérifier l'état de santé d'un de ses autres protégés. Allô? Oui. Tu peux entrer? Depuis plusieurs semaines, Toto le tapir a le nez qui coule et tousse beaucoup. Animal d'Amérique du Sud, Toto est récemment arrivé au parc. Il ne s'est pas encore habitué aux rudes hivers de l'Auvergne. Par les vétérinaires avant moi, il a été traité avec des antibiotiques, il a eu des anti-inflammatoires, et il a eu des produits pour adoucir les glaires dans le trajet respiratoire pour que ça peut sortir plus facilement. L'enclos chauffé à 18 degrés minimum et les médicaments ont fait leur effet. Mais Wouter, lui, préfère mettre en place d'autres solutions pour aider Toto à guérir, comme cette nouvelle litière. Je pense qu'on a un bon substrat maintenant. Il faut qu'on l'améliore encore un peu. Mais si c'est juste du béton, ça tient le froid. Et c'est pas top pour les animaux. Dès qu'on a ce type de copeaux, je vois moins de problèmes chez Toto. Par changer l'intérieur, on arrive déjà à améliorer beaucoup son condition sans utiliser des médicaments. Prévenir, c'est mieux que guérir. Le corps et les pattes au chaud, Toto est sur la voie de la guérison. Mais avant de partir, Wouter n'oublie pas de lui prodiguer des soins qui ont fait leur preuve depuis longtemps. La calinothérapie. Il aime bien ça apparemment. Tous les tapirs. Prendre soin des animaux, le quotidien de Wouter et des équipes du parc. Ici, la plupart appartiennent à des espèces bien particulières, comme ce panda roux. On tend vers une philosophie avec que des espèces menacées au parc. Pascal est le directeur du zoo depuis 5 ans. Ce fan d'animaux, ancien chef d'entreprise, change radicalement de vie en 2012. Il place toutes ses économies pour acheter le parc avec un associé. Depuis, il fait de la préservation d'espèces en danger son cheval de bataille. Comme la panthère des neiges, son animal favori. Je ne devrais pas avoir d'animaux préférés au parc, mais effectivement, j'ai une grosse faiblesse pour la panthère des neiges. Je trouve que c'est un sublime animal, c'est aussi un symbole de ce qu'on fait ici au parc. C'est une espèce incroyablement menacée dans la nature. C'est une espèce qui vient d'un milieu montagneux comme ici. Et enfin, c'est une espèce qui fait l'objet d'un programme de reproduction européen. Donc, elle réunit les 3 choses qu'on cherche à faire ici. Aujourd'hui, le parc abrite plus d'une trentaine d'espèces menacées, et autant faisant l'objet d'un programme de reproduction. Ce matin, l'hiver s'est installé pour de bon. Il est tombé 15 cm de neige la nuit dernière. Pas de quoi perturber plus que ça le panda roux d'Himalaya, adapté à ces conditions. Pour les soigneurs, en revanche, la neige complique un peu leurs affaires. Mais le programme de la journée doit être tenu, coûte que coûte. Sur le chemin qui monte au sommet du zoo, le tracteur du parc transporte une caisse fermée à double tour. À l'intérieur, 2 animaux transférés la veille depuis un zoo du Pays Basque. Pour la première fois, 2 sœurs vont découvrir la neige. Clémence supervise cette opération délicate. Pascal, le directeur, lui aussi a fait le déplacement. Vous mettez sur les caisses et vous ouvrez? Moi je pense en même temps. Des précautions particulières pour celui qui terrifie petits et grands depuis des générations.
le loup. Mais à l'ouverture des caisses, pas de comportement agressif, ni de sortie précipitée. Après de longues minutes d'attente, les deux louves montrent leur vrai visage. C'est des animaux qui sont très craintifs, les loups. C'est une légende, l'animal ultra agressif. Voilà, c'est un animal qui a peur de l'homme par nature, donc en général, il n'y a pas un gros risque pour l'être humain, quoi. Loin de l'image du carnivore sanguinaire, ces deux jeunes louves semblent même apeurées. Je comprends pas ce que c'est. C'est de la neige. C'est froid, c'est blanc. Ça craque sous les pattes. Ils arrivent d'un parc qui est à côté de Biarritz, donc forcément le climat de la côte atlantique et le climat de l'Auvergne n'est pas tout à fait pareil. Donc poser les pieds sur la neige, c'est nouveau, mais bon, ils vont s'habituer. Les deux sœurs s'approprient calmement leur nouvel espace. Elles sont en sécurité. Je peux ouvrir la trappe et on se recule. Malgré tout, Clémence, elle, ne prend aucun risque. Ça, c'est des tocs de soigneurs. On vérifie 50 fois. Alors que c'est fermé, hein. Mais on vérifie 50 fois. On le sait que c'est fermé. Oui, on le sait. Je peux revérifier si vous voulez demander. C'est bon. Première partie de l'opération terminée. Les deux louves noires vont bientôt être mises en contact avec 2 des 4 loups blancs du parc. Le but, recréer une meute et éviter la consanguinité pour les prochaines naissances espérées. Allez, faut sortir les gros. Allez, souffle. Vite et vite. Avant de transporter les 2 mâles vers leur promise, ils vont d'abord devoir être anesthésiés. Stressé, le loup pourrait mordre le vétérinaire. Wouter va l'endormir à distance avec un fusil spécial. Il faut jamais oublier que chaque anesthésie, ça pose un risque. Une anesthésie, c'est une situation artificielle pour un animal. Tout ce qui est à l'intérieur, ça peut changer la pression du sang, la respiration, l'oxygénation, tout change. Il faut juste toujours être vigilant. Le vétérinaire ne connaît pas encore bien tous les animaux du zoo. Heureusement, Clémence est là pour le guider. Oui, et moi je reste là. Et en fait, ouais, tu peux te mettre de ce côté-là et tu verras, ils vont te montrer leur tête. Ok. Ça va? Wouter prend son temps. Il cherche à viser la meilleure zone pour que le produit agisse au plus vite. En plein dans le mille. À peine 3 minutes plus tard, le premier loup titube. Malgré ses 50 kilos et sa grande force, l'animal ne peut pas résister. Il s'endort paisiblement, sans douleur. Le deuxième loup est encore éveillé. L'équipe décide malgré tout de rentrer dans l'enclos. Il faut faire vite. On va mettre en sécurité le loup là, avant qu'il chope un coup de froid endormi. Parce qu'en fait, il y a un risque d'hypothermie pour le loup qui est là. Si on n'y va pas rapidement avec la température qu'il fait, oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on le remet en caisse et ensuite on le descend en clinique vétérinaire pour qu'il se réchauffe tranquillement. Okay. Pendant que l'équipe sort le premier loup, Pascal assure lui-même la sécurité. Allez bonhomme, allez. Allez, va de l'autre côté. Anesthésier le deuxième loup, le transporter au chaud auprès de son frère et attendre leur réveil va prendre encore 3 heures. Les 2 loups blancs sont maintenant réveillés. Pour éviter un premier contact trop brutal avec les 2 louves noires, l'équipe du zoo préfère dans un premier temps les relâcher dans un enclos mitoyen. C'est bon? Les mâles sortent immédiatement. Encore un peu groggy, ils cherchent pourtant très vite le contact avec leur futur partenaire. Les 2 noirs, les 2 jeunes femelles, ils sont en contact visuel et ils peuvent se voir, ils peuvent s'entendre, sentir. Mais je pense que ça peut quand même prendre quelques jours, peut-être quelques semaines avant qu'ils ont assez de courage pour sortir. Les 4 loups seront mis en contact dans 1 semaine. Ce sera alors l'heure de vérité. Soit le début d'une idylle,
soit une lutte à mort pour le contrôle de leur nouveau territoire. Le lendemain matin, la température a chuté brutalement. Il fait moins 6 degrés. Il est 8 heures. Clémence commence sa journée. Salut. 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 Je mets un café. Oui. Oui. Vous voulez peut-être que je te le fasse? Mais je voulais peut-être bien que tu me le fasses, même Michel. C'est indispensable, ça, Clémence, le matin? Oui, c'est indispensable. On est obligé. Pour commencer une bonne journée. Le café du matin, l'un des rares moments que les équipes vont passer au chaud aujourd'hui. Ça m'était de courte durée. Salut. Hola, ¿qué tal? Dès son arrivée, Wouter donne ses consignes pour bien gérer la journée glaciale qui s'annonce. Contrôle s'ils ont mangé, contrôle si l'eau n'est pas gelée, parce que ça gelait la nuit. Ouais. Moi, je vais contrôler quand même des loutres pour voir si je peux mettre la lampe chauffante. Oui, tu fais ça. Okay. Ça marche. À tout à l'heure. Le bâtiment de girafe. Pour le futur, ce qu'on peut faire. Chaque hiver, le personnel affronte des températures fortement négatives. Une année, le thermomètre est même descendu jusqu'à moins 25 degrés. C'est tout gelé. Gratte, gratte. Ça vous arrive souvent de casser la glace comme ça? Tous les jours en ce moment. Plus que la neige, c'est le givre qui gêne Clémence. Chaque année à la même période, elle doit redoubler d'ingéniosité. Vous portez la Clémence? Des bidons d'eau chaude. Pourquoi faire? Pour décongeler les abreuvoirs automatiques, parce que là, ça doit être sûrement rempli de glace. Mais avant même de pouvoir dégeler les abreuvoirs, encore faut-il pouvoir y accéder. Ouais, les cadenas, ils sont gelés. Alors, faut souffler dessus. Et là, c'est que le début. Là, on n'est que le matin, c'est le premier cadenas. Autant dire que tous les cadenas vont être gelés. Clémence n'est pas encore au bout de ses peines. Les cadenas réchauffés, elle doit casser la glace des dizaines d'abreuvoirs du parc. Là, on voit que c'est un abreuvoir automatique et normalement il est censé couler de l'eau. De la température, tous les tuyaux là ils sont gelés. Du coup il n'y a plus d'eau qui arrive. Hop. C'est pour ça qu'on a pris les bidons d'eau chaude aussi. On revient en début d'après-midi et puis après à la tournée du soir. Ça vous rajoute vachement de boulot en fait l'hiver. Ouais, on passe beaucoup plus de temps dans chaque enclos, ouais, effectivement. Ah Will? Plus de travail, notamment dans l'enclos de son animal favori, Jules, l'hippopotame. Son étang est entièrement gelé. Alors Jules, il va pas venir se baigner, mais il va juste au moins venir boire. Donc on est obligé de le dégager au moins à cet endroit-là pour qu'il vienne boire, même en hiver. Là, j'ai 3 paires de chaussettes, des bonnes semelles en laine, et ça passe. Voilà, c'est bon. Plus qu'à revenir ce soir. Malgré tous les efforts de Clémence, Jules préférera ce matin rester bien au chaud. Ah bon, il faut regarder dans la... Un zoo en hiver, c'est toute une série de contraintes. Mais en l'absence de touristes et du stress que cela peut générer, c'est aussi une période propice pour les transferts d'animaux. Loin de l'Auvergne et de ses températures quasi polaires, la côte atlantique. Pour éviter tout risque de consanguinité, les zoos de toute l'Europe s'échangent régulièrement et gratuitement des individus. Ok, super. À bientôt. Ouais. Bon courage à toi. Toi aussi. Ciao. Dans cette remorque, Wouter le vétérinaire va ramener du zoo des Sables d'Olonne, Mamaki, une girafe de 2 ans. À plus. C'est fait. C'est bien fini, il est bien chargé, le camion est prêt pour partir. On fait juste les derniers papiers, on fait les dernières signatures et on attaque la route. Avant de partir, Wouter s'assure que tout va bien se passer. La girafe fait partie des espèces les plus soumises au stress.
Comment ça se passe pour la route? Il y aura 4h30 de route, 15 minutes de break et encore 4 heures de route à peu près. La température est contrôlée? C'est chauffé? Non, ce n'est pas chauffé, mais il ne fait pas froid, car le camion est isolé. La température est stabilisée autour de 10-13 degrés tout le temps. Alors, il n'y a vraiment pas de problème. Et ça reste stable? Pas de problème. Très bien, à tout à l'heure. Avec les girafes, le moindre imprévu peut créer un affolement et blesser l'animal. Grâce à une caméra dans la remorque, le chauffeur peut vérifier en permanence l'état de stress de Mamaki. C'est parti pour un très long trajet. Pour ne pas perturber Mamaki, le convoi roule de manière très régulière en évitant de dépasser les 100 km/h. Ça peut être un animal assez nerveux, assez craintif. Et vu qu'il a un cou assez long, il commence à jeter la tête, il risque de se blesser contre les barrières du camion. Il faut être vigilant, il faut faire gaffe. À mi-parcours, premier arrêt. Tout va bien? Elle est calme, tranquille? Oui, elle est très calme. Très bien. Malgré le système de surveillance vidéo, Wouter tient à vérifier lui-même si la girafe supporte bien le voyage. Voilà, il est calme, il bouge pas, il me regarde, il est à l'aise. Et tout va bien? Il va bien, oui. Il est même en train de ruminer, c'est toujours un signe qu'il se sent confortable. C'est bon, vous pouvez fermer. Rassuré, le vétérinaire peut reprendre la route. Mais sa journée est bien loin d'être terminée. 7 heures plus tard, le convoi arrive enfin en Auvergne. Il est 23h30. Ça va? Devant tant d'agitation, les futurs colocataires de Mamaki stressent elles aussi. Toute l'équipe du parc est présente pour les rassurer. Et surtout pour décharger la petite girafe sans qu'elle ne se blesse. Le plus important pour moi maintenant, c'est que les portes du camion seront alignées avec la barrière du loge, du box. Comme ça, il n'y aura pas de trou où il peut mettre le pied dedans, où il peut coincer le cou, éventuellement le fracturer. Et quand il voit juste un couloir, pour lui, c'est logiquement le seul moyen où il peut y aller. Logique ou pas, à l'ouverture de la porte du camion, Mamaki prend peur. Elle refuse d'avancer. Pour Pascal, le directeur, l'équipe n'a pas le choix. Elle doit prendre son mal en patience. C'est terrible, c'est une créature d'habitude. Ça prendra le temps que ça prendra, on va y aller doucement. Il faut qu'on trouve le déclencheur qui va faire, mais c'est un animal qui a 2 ans, il vient d'être séparé de son groupe. Ça occasionne un vrai stress pour lui. Il faut le comprendre, il faut attendre. Wouter tente alors plusieurs façons de faire avancer Mamaki. Des feuilles pour le chatouiller, des granulés pour l'appâter, et enfin, système D, des tissus pour lui éviter de voir autre chose que son enclos. Rien n'y fait, la girafe reste de marbre. Pour le moment, il est juste complètement coincé sur les 4 pattes, il ne bouge pas. Et tous les trucs que je connais chez les gros animaux ne fonctionnent pas. Après plus d'1 heure de tentative, l'équipe commence à craquer. Il est presque 1h du matin et toute l'équipe du parc est là et aimerait bien, j'imagine, rentrer chez elle. Ça fait partie du job aussi. Malheureusement, c'est un job 7 sur 7, 24 sur 24. Allez, bonhomme. Allez. Enfin, à 2 heures du matin, la girafe finit par céder. Super, je suis content. Pari réussi, Mamaki va pouvoir maintenant se reposer dans ce nouvel espace et faire connaissance avec ses congénères. Pour les girafes, comme pour les nombreux autres animaux tropicaux du parc, l'hiver se passe principalement à l'intérieur, dès que les températures descendent sous les 10 degrés. Des bâtiments qu'il faut chauffer en permanence et qui coûtent très cher, surtout celui dédié aux girafes.
Comme on le voit, un bâtiment girafe, c'est grand. Il y a beaucoup de volume puisque ça monte très haut. Si on avait dû chauffer en électrique un bâtiment comme ça, je pense qu'on aurait eu des factures 10 000 à 15 000 euros d'électricité par an minimum pour chauffer ça. Pour réduire sa facture l'hiver, il y a 3 ans, le zoo a opté pour une solution innovante. On a dû là installer une chaudière à granules, donc ce monstre. Ça a été un investissement assez coûteux, pas loin de 15 000 euros. Mais maintenant, j'ai un coût de 2 500 euros de granules de bois par an, alors que si c'était de l'électricité, je pense que j'en aurais pour 4 fois plus cher, quoi. Donc il faut investir en permanence. On a fait plus de 3 millions d'euros d'investissement depuis notre arrivée, mais il y en a toujours. Si le chauffage coûte cher en hiver, le zoo doit aussi surveiller de près d'autres dépenses. Ça va, grosse patate? J'abonne. Ma ouais. Chaque jour, le personnel doit nourrir plusieurs centaines d'animaux. Et certains sont plus gourmands que d'autres. Carottes, pommes, potimarrons, baguettes de pain ou encore granulés. Les 6 ours du Tibet du zoo engloutissent entre 5 et 6 kilos de nourriture par jour et par individu. La nourriture, un des plus gros postes de dépenses pour le parc. En charge de rassasier les gloutons, Sandrine, 46 ans. Tu peux faire les granulés. C'est la responsable de l'intendance. Ce matin, elle reçoit la commande passée la semaine précédente. Allez. Le lundi, principalement, je fais livrer pour la semaine parce qu'on passe 300 kg de légumes la semaine. Donc ça fait un bon budget. Dans la chambre froide de la cuisine, une grande variété de produits frais. Mais avec un budget fixé à 1 500 euros maximum par mois, Sandrine doit être ferme sur les prix. Voilà, vous avez tout. Ok. C'est tout bon? C'est tout bon pour moi. Je vais vous donner, mais... Faut négocier, ouais, beaucoup. Vous obtenez à combien? Moi, je sais pas, les pommes, par exemple. Les pommes, on est à 50 centimes. Le kilo? Ouais, le kilo. Après, tout ce qui est céleri, fenouil, c'est autour d'1 euro. On a du mal à descendre en dessous. Une négociation encore plus cruciale quand il fait froid. Ils mangent plus en hiver? Oui, plus. Ils sont comme nous, en fait, je crois. Ils mangent plus l'hiver pour affronter le froid. Ça, c'est bon pour moi. Entre l'été et l'hiver, selon les animaux, Sandrine doit augmenter les rations de 20 à 50%. Et avec 65 espèces différentes à nourrir, mieux vaut avoir une bonne mémoire. Sandrine, vous connaissez les doses par cœur? Oui. Pour chaque animal? Pour chaque, tout le secteur 1, tout ce qui est primate, que je fais tous les matins. Il y a les pense-bêtes au-dessus, au cas où un trou de mémoire à 7 h le matin. C'est vos anti-sèches? Voilà, c'est ça. Des menus personnalisés qui varient tous les jours en fonction des arrivages. J'en achète une bonne partie, mais on récupère aussi. Donc, suivant ce qu'il y a, ce qu'on récupère dans les invendus, et on fait avec, en fait. En plus de ses commandes, 3 fois par semaine, Sandrine descend de sa montagne pour faire le plein de nourriture. On a des partenaires qui nous donnent ce que les gens veulent plus, en fait, parce qu'il y a une tâche ou parce qu'ils sont plus consommables, mais qui sont encore, ils gardent toute leur qualité pour donner aux animaux qui, s'il y a une tâche, eux, ça les gêne pas du tout. Ceux qui donnent ces invendus, une poignée de supermarchés de la région. Bonjour, vous allez bien? Et vous? Oui, ça va. Aujourd'hui, le directeur de cette grande surface donne à Sandrine 7 caisses de fruits et légumes un peu abîmés. Des produits qu'il ne peut plus mettre en rayon. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Alors on fait ça pour aider le parc. En fait, on est en partenariat avec le parc. Plutôt que de jeter les déchets à la poubelle, autant faire profiter les animaux, même si ça demande un petit peu de tri. Au total, ces tournées permettent aux zoos de nourrir les animaux 2 jours par semaine.
En hiver, pour certains animaux, l'équipe ne peut pas se contenter de simplement les nourrir. Souvent calfeutrés dans leur bâtiment, les tigres ont besoin de se dégourdir les pattes et d'être stimulés. Cet après-midi, Clémence et les autres soigneuses font ce qu'on appelle un enrichissement. Elles veulent faire jouer les tigres grâce à un bonhomme de neige farci de bons gros steaks. Franchement, on dirait un totem. Ils vont devoir cet après-midi chercher les morceaux de viande à l'intérieur de la neige et c'est plus difficile, quoi. Ils sont obligés de développer leur sens, l'odorat. Ça va l'obliger à gratter, à sentir et à essayer d'aller chercher les bouts de viande ou à renifler les odeurs. Vous êtes sûr que c'est un jeu pour les tigres là? Aussi. J'avoue, on dirait que ça nous amuse plus que eux. Oui. Après, je pense que les tigres, ils nous en voudront pas si ça ressemble pas vraiment à un bonhomme de neige en vrai. Afin d'attirer les tigres vers le bonhomme de neige surprise, Clémence a une astuce. Elle disperse du curry tout autour. Ça a une forte odeur. Ils ont tendance à se le mettre sur eux, donc à se rouler dedans et à se l'imprégner en fait. Voilà. Ça marche aussi avec de l'ail, ça marche aussi avec la menthe, enfin des fortes odeurs, quoi. Pour vérifier que son stratagème fonctionne, Clémence prend un peu de hauteur. Le résultat est presque instantané. Je pensais qu'il allait direct manger les petits morceaux quand même. Il s'est juste allongé dans le curry. Ah. Il se frotte. C'est pas un enrichissement qui va durer 10 secondes et puis c'est terminé. Là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on observe et ils sont toujours dessus. On voit Saphir qui continue à se rouler dedans et du coup, c'est ça qu'on recherche, quoi. À les occuper pendant un maximum de temps. Il glisse. Et c'est quand même assez drôle aussi. Il a écrasé la tête. En hiver, comme avec les enfants, il faut savoir occuper les animaux. À l'extérieur et surtout à l'intérieur, où l'espace est plus réduit. Allez gros. On va fermer pour la chaleur. Les siamangs, primates des forêts équatoriales de Malaisie, sont maintenus tout l'hiver au chaud. Pour lutter contre l'ennui, les soigneurs cherchent régulièrement à raviver leur instinct. Cette fois, en diffusant à l'aide d'un micro le chant d'un autre siamang. C'est un autre siamang qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils vont sûrement montrer qu'ils sont chez eux et du coup ils vont se mettre à chanter pour répondre aux siamangs qu'ils entendent. On verra bien si ça marche. Et ça marche. Les primates gonflent immédiatement leur gorge et chantent à leur tour pour marquer leur territoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils donnent de la voix. À tel point que les primates des alentours se mettent à chanter eux aussi. Des sons très rarement entendus en hiver. Ils chantent beaucoup plus l'été. On n'a même pas besoin de faire ce genre de stimulation parce qu'ils sont dehors et parce qu'ils se voient. Et du coup, ils ont tendance à chanter là. En fait, ils ne se voient pas parce qu'ils sont dans les bâtiments. Là, il fait trop froid pour les sortir. Du coup, on a balancé le son juste au siamang. Et là, on voit que Gégé qui est là-bas, il a répondu. Là, on entend Jojo actuellement qui répond. Alors qu'ils ne les voient pas du tout. Et on a aussi la famille Gibbon qui chantait aussi. Donc en fait, ça permet de les occuper d'une certaine façon. Grâce aux enrichissements concoctés régulièrement par l'équipe, l'hiver ne sera pas synonyme d'ennui pour les animaux tropicaux. Une semaine a passé depuis la mise en contact visuel des loups blancs et des louves noires dans deux espaces mitoyens. Ça, gros. Aujourd'hui, Clémence ouvre la trappe pour que les animaux s'apprivoisent, cette fois dans le même enclos. Ça allait, grosse. Hop. Allez, grosse patate. Hop. Oh, t'es passé tout de suite. Tu m'impressionnes, ça, dis donc. Manifestement, les mâles blancs sont pressés de retrouver leur promise.
Mais Clémence reste sur ses gardes. Faire se rencontrer ces animaux n'est pas sans risque. Ça peut mal se passer ou pas? Complètement, ouais. Il y a déjà eu des cas dans certains parcs où les mises en contact, ça se finissait en meurtre, comme on appelle ça. En gros, que la femelle veuille pas du mâle ou que le mâle ne veuille pas de la femelle. Et ça peut devenir un carnage. Clémence ne croit pas si bien dire. Très vite, les mâles veulent imposer leur loi. Ils poursuivent les femelles et font même craindre le pire. L'enclos fait 2 hectares. La soigneuse ne peut pas se permettre de les perdre de vue. Elle appelle du renfort. J'ai les 4 dans le grand enclos. Ouais, c'est pas l'amour fou. Voilà. Là, on ne peut pas te laisser seul? Impossible. Impossible. Je peux pas partir sans qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Donc il y aura toujours quelqu'un en surveillance et selon comment ça se passe, si on voit par exemple qu'ils sont trop sur les femelles et que les femelles viennent ici à un moment se réfugier, on va prendre la décision de fermer. Finalement, plus de peur que de mal. La cohabitation apaisée entre loup blanc et louve noire prendra sans doute encore plusieurs semaines, mais pour Clémence, cette première rencontre musclée n'a rien d'alarmant. Là, il y a encore des moments quand même de tension, mais c'est normal, il faut juste qu'ils se calment. Et qui est à quelle place, etc. Donc, mais c'est pour l'instant, ça commence positivement, quoi. On est plutôt content. Si tout se passe bien, dès l'hiver prochain, la nouvelle meute pourrait s'agrandir de jeunes louveteaux. Ce matin, le parc est à la veille de sa réouverture. Le chalet d'accueil se refait une beauté. Les nouveaux plans du zoo sont affichés. Le bois mort, élagué et ramassé. Tout le personnel technique est sur le pont. Pour superviser le tout, Pascal, le directeur. Je vais voir avec toi un peu ce qui te restait pour aujourd'hui, pour la réouverture de demain. On va passer les branches là, puis on va aller un peu le chemin du sentier des chameaux bouquetins. D'accord. Du côté des bouquetins, les poteaux ont payé un lourd tribut à l'hiver. Pourris à leur base par le froid et l'humidité, Michel, le chef de l'équipe technique, doit les remplacer. Attention, les doigts, c'est moi qui tape. On remet un peu les cordes en place pour éviter les chutes de nos touristes. Toujours mieux. Toujours mieux. Mais il n'y a pas que les conditions climatiques qui ont endommagé les installations. Nos animaux servent du grillage pour se gratter, comme d'une brosse. Ils nous ont défoncé la grille, donc on va essayer de la remettre un petit peu. Ça fait partie des révisions annuelles. C'est le contrôle technique du zoo, c'est ça? C'est ça, en gros c'est ça. Le contrôle technique effectué, le zoo et ses pensionnaires sont désormais fin prêts. Demain, ils retrouveront leurs fans. C'est le grand jour. Le parc réouvre enfin ses portes après 5 semaines de trêve hivernale. Il est 10 h du matin et les premiers visiteurs sont déjà au rendez-vous. Parmi eux, 2 habitués des lieux, Karine et sa fille Anaïs. Elles vont immédiatement prendre des nouvelles de leur préférée, Gabrielle, la panthère des neiges. Regarde-moi. Gabrielle. Gabrielle. En vraie groupie, elle connaît les noms et les histoires de toute la faune du parc. Eux, c'est des phénomènes, hein. Ils sont tout le temps en train de faire des bêtises. C'est les 2 petits. Il y a un mâle et une femelle. C'est les enfants de Vénus. Oh là, l'arbre, il va tomber. Ça bouge. Karine est aux anges. Pour elle, l'hiver est la meilleure saison au parc. Alors moi, ce que j'aime en hiver, c'est venir ici, bon, quand il y a de la neige. Hein, et puis même les animaux n'ont pas les mêmes réactions, c'est pas pareil. Là, on peut les approcher, là, ils sont tout près, là, avec le froid et tout. Puis il n'y a pas trop de monde, donc ils sont beaucoup moins farouches. Ils bougent moins, ils sont plus tranquilles, moins stressés. Et puis l'atmosphère, puis écoutez, le silence.
Tout à l'heure, il y a voilà, une petite mésange qui chante. C'est génial, quoi. On est bien. Jusqu'au prochain hiver, Karine et sa fille iront au parc toutes les semaines. Elles pourront prendre leur temps pour photographier tous ces animaux, chouchoutés au quotidien par Clémence et l'ensemble de l'équipe du zoo.